Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel, où on transmet les stratégies et la psychologie pour vivre votre vie et votre carrière à la hauteur de votre potentiel. Dans le cadre de notre série d'interviews Les Confidences des experts, aujourd'hui nous avons la chance et l'honneur de recevoir Olivier Roland. Salut Olivier. Salut, ça va? Super, et toi? Ouais, ça va. Super. Donc Olivier est blogueur professionnel, entrepreneur sur le web, entrepreneur en dehors du web, mais il vous racontera un peu plus tard comment il a fait le gap. Il a lancé 2 programmes qui cartonnent en francophonie mondiale, Blogueur Pro, Webinar Pro. Et tout simplement, si un jour vous êtes tombé en France sur un blog et que vous avez lu un blog ou une vidéo sur un blog, c'est certainement un élève d'Olivier. Alors Olivier, première question, comment tu en es arrivé au blogging, à écrire des articles, à vendre des programmes sur internet, à faire des vidéos sur YouTube un peu, et déjà c'est quoi le blogging? Parce que peut-être c'est pas tout le monde qui sait vraiment ce que c'est. Ouais, alors bonne question. Le blogging déjà c'est un site web, enfin un blog c'est un site web, jusque là il n'y a pas de différence. La ligne est un peu floue, mais en gros un blog c'est un site web avec des articles qui sont classés par ordre chronologique, et normalement quand on arrive sur un blog on voit rapidement ou tout de suite les articles les plus récents en haut, et il y a une interaction qui est possible avec les auteurs des articles, puisqu'on peut mettre des commentaires. Bon, aujourd'hui entre site web et blog, très honnêtement, il y a des sites web qui sont comme des blogs qui sont comme des sites web, voilà. Mais en gros c'est juste un support de communication qui permet à tout le monde, vous, moi, toi, de publier du contenu, que ce soit sous forme écrite, audio, vidéo, et toucher potentiellement des millions de personnes. Et comment je me suis lancé dans le blogging? Donc en fait j'étais entrepreneur, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans et c'était génial, c'était une superbe aventure, mais au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu marre d'avoir un déséquilibre dans ma vie entre ma vie pro et perso, puisque voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaillais 70 heures par semaine et je cherchais quelque chose d'autre à faire, et je suis tombé sur un blogueur américain qui s'appelle Steve Pavlina, qui est un blogueur très connu là-bas, un blogueur de développement personnel, qui expliquait que, bon, déjà, j'ai découvert ce blog, j'ai fait waouh, c'est super intéressant parce que ces articles étaient très intéressants. Et je me suis rendu compte que c'était pas juste un journal intime sur le web, parce que c'était la perception que j'avais à l'époque, fin 2007. Et puis il a écrit un article sur comment gagner sa vie avec un blog. Et il disait, hey, ouais, c'est génial. Voilà, je fais ce qui me passionne, je partage des trucs qui vraiment m'intéressent. Et je gagne 40 000 $ par mois en travaillant quand je veux, où je veux, puisque j'ai pas de contraintes géographiques, hein. C'est un site web donc tu peux le gérer de n'importe où dans le monde, c'est juste génial, c'est le meilleur métier du monde parce que j'aide les gens, je partage ce qui m'intéresse et je gagne très bien ma vie. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ça a l'air super intéressant. Moi j'adorais lire, j'adorais écrire, j'adore toujours lire et écrire d'ailleurs, et je me suis dit waouh, ça serait super si je pouvais devenir blogueur professionnel. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le blogging, c'était grâce à Steve Pavlina. Alors je suis pas devenu blogueur pro du jour au lendemain, mais c'est ce qui m'a lancé en tout cas. Ok, super. Et justement, tu dis que tu t'es lancé dans les affaires ou dans l'entrepreneuriat, en tout cas tu as lancé ta première entreprise à l'âge de 19 ans. Ouais. Et justement, comment tu as réussi à faire le gap à cet âge-là, justement avec les études? Et je crois d'ailleurs que tu as même pas le bac, tu as arrêté bien avant le bac. Ouais, j'aime bien dire que j'ai un bac -2. Ah, okay. J'ai un bac -2, ouais. Ok, super. Donc tu as arrêté un peu avant le bac et du coup tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, tu as lancé ta première boîte. Si je ne m'abuse, c'est une boîte de logiciels et d'informatique, c'est bien ça? C'est ça. Ok, super. Et du coup, comment tu as eu à cet âge-là? Donc tu avais à peu près quoi, 18, 19 ans? Alors j'ai arrêté l'école à 18 ans et j'ai créé ma boîte à 19. Ok. J'ai travaillé 1 an sur le projet. Ok, super. Et du coup, quelle a été un peu comme tout le monde la réaction de tes proches lorsque tu as décidé d'arrêter les cours, etc. Et tu t'es dit que moi je vais me lancer dans l'entreprise, dans ma boîte, parce que finalement le système éducatif c'est pas trop là où je me sens le mieux, là où j'exprime mes talents. Et comment tu as réussi à faire ce gap, et surtout quand tu t'es lancé, est-ce que ça a été facile? Alors bon, déjà ouais, au niveau de la réaction des proches, bon, moi dans ma tête mes parents faisaient pas partie de l'équation. J'avais décidé ça. Bon, au-delà de ça, quand même, s'ils étaient vraiment opposés au projet, j'aurais sans doute eu des problèmes. J'ai réussi à les convaincre que c'était la meilleure solution. Bon, il y avait plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai pu les convaincre facilement. J'étais vraiment plus motivé du tout à l'école. Mais alors, quand je dis plus motivé, c'était je m'endormais dans les cours littéralement. Le directeur m'avait convoqué, il m'avait dit, écoute Olivier, il y a des profs qui se plaignent parce que rien qu'en te voyant, ça les démotive. Une source de démotivation. Ouais, j'étais tellement démotivé que je démotivais les profs. C'est quand même impressionnant. Donc j'étais comme ça quoi dans les cours, c'était incroyable. Je m'ennuyais à mort. Voilà, donc et le directeur m'avait dit du coup l'année prochaine on va pas vous réinviter Olivier. Voilà, donc je savais que cordialement. Voilà, je savais que j'étais pas viré, mais j'étais pas accepté non plus l'année prochaine. Donc ça a aidé. Il y avait aussi le fait que j'avais eu l'idée de cette entreprise, je l'avais testée.
Ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup, mais à l'époque ça n'existait pas cette méthodologie. Mais en gros c'est l'idée que ok, on a une idée d'entreprise, de produit, on va se confronter le plus vite possible à la réalité du terrain en mettant en place un test le plus réaliste possible, où l'idéal c'est quand même qu'on ait des vrais clients qui payent pour un prototype du produit ou du service. Donc en l'occurrence avec un ami on avait eu l'idée de faire du dépannage informatique à domicile. Au début c'était pour les particuliers, après quand j'ai créé ma boîte j'ai changé le focus, mais au début on s'est dit hey, y a des tas de gens qui ont un ordinateur, ils doivent le ramener au SAV, ça prend 2 semaines pour réparer, c'est la galère. Nous on va aller dépanner les ordinateurs à domicile, et on a testé l'idée en passant une petite annonce dans un journal d'annonces local. Et à l'époque, c'était en 99, c'était encore en francs. Et on avait investi 60 francs, on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Donc, ouais, on a fait ok, ça marche, c'est intéressant. À l'époque, moi j'avais 50 francs d'argent de poche par semaine, donc c'était genre waouh, truc de ouf. Et c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour dire ok, bah, puisque c'est comme ça et puisque j'en ai marre du système que je veux lancer dans la vie active et faire un truc original, je vais arrêter l'école et créer mon entreprise dans ce domaine-là, puisque les chiffres montrent que ça marche. Et du coup j'avais quand même des données à donner à mes parents et à tous les autres qui m'ont accompagné ensuite pour pendant le projet. Et notamment j'ai eu des financements, voilà, j'ai eu un prêt de la banque, 2 prêts d'honneur, et j'ai été prêché dans ma famille pour qu'ils me donnent de l'argent, parce qu'il fallait que j'ai un apport personnel, enfin pas qu'ils me donnent, qu'ils me prêtent de l'argent. Et heureusement que j'avais ces données-là à leur donner, dire voilà, j'ai déjà des clients, ça marche, c'est quelque chose qui va fonctionner. Okay, super. Donc on voit quand même qu'il y avait une démarche assez réfléchie, que tu t'es pas lancé comme ça les pieds dans le plat, que c'était bien réfléchi quand même, et que c'était quand même travaillé, quoi. Il y avait un plan. Voilà, moi c'est ce que je dis toujours. En gros, il y a 2 écoles de pensée dans l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui disent bon, il faut brûler les navires derrière soi, on met le couteau entre les dents, on est à poil, on y va, c'est soit on meurt, soit on réussit, que je trouve quand même un peu kamikaze personnellement. Et l'autre école qui est que on va prendre des risques mesurés en ayant réduit l'incertitude au maximum, et on réduit l'incertitude en vraiment faisant des tests en conditions réelles. Et moi je suis vraiment partisan de cette école-là, la deuxième école. Ce serait faux de croire que tous les entrepreneurs sont des kamikazes. Les entrepreneurs malins généralement également, y compris ceux qui sont vraiment au top du succès, souvent ils savent prendre des risques mesurés et ils font pas n'importe quoi. Ils font pas n'importe quoi. Ouais. C'est un peu comme il dit Robert Kiyosaki, donc, qui est l'un des plus grands éducateurs financiers au niveau mondial. Il dit que c'est pas le risque qui est risqué, c'est le manque d'informations qui ajoute le risque. Oui, voilà. Bon, on n'a jamais toutes les infos, mais c'est important d'avoir quand même le maximum de bonnes infos pertinentes pour prendre une décision éclairée. Après, il peut se passer des milliards de choses, hein, on n'est jamais sûr. Être entrepreneur, c'est quand même savoir prendre en compte l'incertitude et le risque quand même, mais on essaie de réduire cette incertitude au maximum. Ok, super. Et du coup, cette entreprise d'informatique, elle a duré combien de temps, et est-ce que tu as eu des salariés ou comment ça s'est développé? Oui, donc au début, c'était vraiment, j'étais dans l'idée de faire du dépannage pour les particuliers. Très vite, je l'ai orienté vers le dépannage pour les pros, puis après, c'était installation réseau, serveur, etc. Enfin, ça a monté en gamme assez rapidement parce que j'ai vu que c'était là qu'était le marché. En fait, bon, quand j'ai créé ma boîte, j'étais encore jeune et innocent, je veux dire, j'ai fait énormément de conneries parce que je savais pas vraiment ce que je faisais. J'ai failli planter ma boîte au bout de 6 mois. Hein, donc voilà, au bout de 6 mois, j'ai failli faire faillite, c'est passé à un cheveu. Heureusement, j'ai eu assez, j'ai pu redresser la barre, mettre la tête sous l'eau, et ça m'a suffi. Ensuite, pour que la boîte dure 10 ans, j'ai eu jusqu'à 3 salariés, et j'ai même transformé l'entreprise en entreprise de développement logiciel. Vers la fin, on avait des clients comme Peugeot, donc c'était quand même assez sympa. Et en fait, donc, j'ai eu la même démarche, tu vois, de prudence et de risque mesuré quand je me suis lancé sur Internet. J'ai créé mon activité à temps partiel à côté de ma première entreprise, et c'est seulement quand ma deuxième boîte a décollé sur le web et que c'est devenu une vraie source de revenus que je me suis séparé de ma première entreprise. En fait, je l'ai revendue, mais pas sous forme de la structure juridique, je l'ai vendue sous forme de 3 portefeuilles clients à 3 entreprises différentes, tout simplement. En gros, tu as vendu les fichiers base de données. Voilà, j'ai vendu les fichiers clients, mais également la relation, je les ai introduits aux clients, etc. Voilà. J'ai fait un peu la passation. Préparé un peu. Voilà, j'ai préparé le terrain, et voilà, c'était dans le contrat que puis si les clients partaient au bout d'un mois, je remboursais, etc. Ok, super. Voilà. Super. Et du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu en es arrivé à délaisser, enfin à revendre ton entreprise pour te lancer sur le web? J'imagine qu'il s'est passé un tas de trucs qui ont commencé à te frustrer peut-être, oui, dans ta première entreprise. Oui. Donc voilà, si tu nous en disais un peu plus. Voilà, ce que je te disais, ce qui m'a motivé à me lancer sur le web, c'est que ma première boîte, c'était une aventure géniale, mais que
si je travaillais 70 heures par semaine, je prenais peut-être une semaine ou deux de vacances par an et j'allais jamais très loin, puisque c'était une semaine ou deux, j'ai resté en Europe. Et j'avais pas un super équilibre entre ma vie pro et perso. Et c'est en découvrant Steve Pavlina, puis ensuite en lisant un livre qui a changé ma vie, qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un livre que je recommande à tous les entrepreneurs. On peut ne pas être d'accord avec ce livre, mais on peut pas ne pas l'avoir lu. Pour moi, c'est impossible. Que je me suis rendu compte qu'avec une entreprise sur Internet, je pouvais avoir une entreprise qui soit au service de ma vie, plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise. Et finalement, beaucoup d'entrepreneurs ont leur vie qui est au service de leur entreprise. Et il y a un autre livre qui est très intéressant, qui malheureusement est complètement épuisé en français, qui s'appelle The He-Myth, donc le mythe de l'entrepreneur, de Michael Gerber, qui est donc un livre américain, et qui décrit exactement ce problème, qui dit il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec ce mythe que, cet espoir en tout cas, qu'ils vont être davantage libres, indépendants et tout ça, mais souvent, malheureusement, la plupart des entrepreneurs se construisent leur propre prison. Et bon, c'est vrai qu'on est quand même davantage libre qu'un salarié, mais on a quand même des contraintes. Finalement, quand vous êtes entrepreneur, votre patron, c'est vos clients. Donc voilà, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et souvent, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs créent un job plutôt que de créer un business, et ils se retrouvent à travailler énormément parce qu'ils ne savent pas déléguer, ils ne savent pas mettre en place des systèmes, ils ne voient pas leur boîte comme un business, etc. Enfin, il y a des tas de choses. Donc j'ai découvert ces deux livres-là, coup sur coup, ça m'a mis deux baffes énormes. Moi, j'avais les joues rouges comme ça pendant un mois après. Et donc j'avais cette vision, cette envie de créer une entreprise qui soit au service de ma vie. Et donc j'avais déjà dans ma tête que si j'arrivais à faire de cette deuxième entreprise une source de revenus, j'allais vendre la première parce que je voulais être libre. Et j'avais déjà vendu 2/3 donc de l'entreprise, deux des 3 portefeuilles clients, quand pour la première fois de ma vie j'ai quitté l'Europe en septembre 2010. Et j'ai pas fait les choses à moitié puisque voilà, j'avais plus qu'un tiers et mes salariés s'occupaient de tout. Moi, j'avais plus rien à faire dans ma première boîte. J'ai pas fait les choses à moitié. Je suis parti à Wallis et Futuna, qui est une petite île française dans le Pacifique, et à Fidji. Donc c'est vraiment à l'autre bout de la planète. Genre, j'aurais pris une pelle, j'aurais creusé à mes pieds, je sortais à l'autre bout, j'étais à Fidji. C'était un peu ça. J'ai dit ok, maintenant je suis libre. Je suis parti un mois à l'autre bout du monde et c'était vraiment vraiment génial. C'est ta première vraiment expérience de liberté. Ouais, tu sentais que tu étais libre. Génial, j'étais en plus en paradis sur terre. Fidji, c'est des îles tropicales, des plages de sable blanc. Enfin, c'est vraiment incroyable, c'est le paradis. Ok, super. Du coup, on voit beaucoup ça, surtout en France, notamment où la systématisation n'est pas de mise, où les entrepreneurs sont plus des indépendants plutôt que de vrais entrepreneurs. Oui, tout à fait. Okay, Michael Gerber, il fait vraiment une très bonne distinction. Il dit, en gros, c'est la même distinction qu'entre un homme orchestre qui joue tout seul tous les instruments et un chef d'orchestre qui lui joue pas forcément d'instrument, d'ailleurs souvent non, mais qui par contre sait très bien faire en sorte que tout le monde joue en harmonie. Et c'est ça la différence entre un vrai chef d'entreprise qui voit son entreprise comme un business et l'indépendant qui a plutôt créé son job en fait. Il s'est créé son propre poste, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas un véritable business. Et la grande différence, la grande nuance entre les deux, c'est que le chef d'entreprise il travaille sur son entreprise, tandis que l'indépendant il travaille dans son entreprise. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est simple, c'est comme l'homme orchestre, il joue tous les instruments, il travaille dans son entreprise. Le chef d'orchestre, il n'a pas besoin de jouer un instrument. Il met en place tous les processus qui font que ça tourne sans lui. Ok, super. Et du coup, le fait de lire des livres, le fait de t'entourer justement des gens qui t'inspiraient peut-être ou qui avaient des résultats que toi t'inspiraient, justement, ça t'a beaucoup aidé justement à avancer et plutôt surtout à éviter certains pièges que eux avaient déjà expérimentés, on va dire. Alors oui, la plus grande erreur que j'ai fait dans ma carrière d'entrepreneur, c'est de croire, voilà, j'ai créé ma boîte à 19 ans, je me sentais ultra intelligent, j'étais là, ouais, j'ai plus besoin de rien apprendre de ma vie, je suis super intelligent, voilà. Et du coup, j'ai pas lu de bouquin de business pendant 8 ans. C'est ce qui est très con, parce que déjà, j'adorais lire, donc je lisais tout le temps, mais puis ça m'était même pas venu à l'esprit qu'il y avait des livres de business qui pouvaient m'apporter quelque chose. Et quand j'ai découvert La semaine de 4 heures, The He-Myth, donc 2 livres qui ont complètement changé ma vision de l'entrepreneuriat en à peu près 15 jours, alors que ça faisait 8 ans que j'étais entrepreneur, je me suis dit, waouh, s'il y a des bouquins qui sont capables de changer ma vision comme ça de quelque chose que je pratique depuis si longtemps, peut-être qu'il y a d'autres livres aussi que je devrais lire qui sont intéressants, tu vois. Et c'est là où je me suis mis à lire des bouquins de business. Et en fait, je suis parti à la recherche d'une liste des meilleurs livres de business du monde. C'est comme ça que je suis tombé sur le Personnel MBA, qui est justement exactement ça. Aujourd'hui, il y a 99 livres dans 24 catégories. Voilà, développement personnel, marketing, productivité, etc. Et ça m'a donné l'idée de lancer un blog qui s'appelle Des livres pour changer de vie,
sur lequel j'ai lancé un défi parce que je me suis dit, il faut que je lise plein de bouquins comme ça, mais je me connais. Au début, je vais être tout feu, tout flamme, puis au bout d'un moment, la motivation, on va faire comme ça. Donc, un des leviers que j'ai utilisé pour me motiver, c'est de clamer au monde entier que j'allais lire un bouquin par semaine et faire un résumé par semaine. Le fait de s'engager publiquement, en fait. Ouais, bah ça crée une pression sociale. Comme personne n'a envie d'avoir l'air bête devant les autres, quand vous dites à tout le monde comme ça, ouais, je vais faire ça, et qu'au bout de 2 semaines ou 3 mois, les gens vous demandent, bah alors t'en es où, et que vous dites, ouais, nulle part, là, vous avez l'air con, vous dites, putain, faut que je me bouge les fesses. Ça crée une pression positive. Donc, c'était une des raisons qui m'ont poussé à créer ce blog, plus plein d'autres. Le fait que voilà, je voulais aussi partager avec. Je me suis dit, il y a des tas d'autres personnes qui, comme moi, n'ont pas réalisé qu'il y avait des putains de bouquins de business qui pouvaient vraiment apporter quelque chose. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé des livres pour changer de vie, que j'ai lu énormément de bouquins qui m'ont apporté énormément de choses. Et puis ce qui est génial, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on lit des bouquins comme ça, on peut appliquer directement dans son entreprise. C'est pas juste un truc théorique qui éventuellement peut-être va nous servir un jour. C'est quelque chose de concret qu'on peut appliquer immédiatement. Et du coup, je crois que c'est ce blog-là qui t'a vraiment lancé dans l'ère du blogging en France. C'est ça qui t'a fait connaître, on va dire, des livres pour changer de vie. Ouais, Olivier Roland, on le connaît sous ce blog-là. Du coup, tu faisais une sélection très mitigée, très minutieuse, on va dire, des livres. Tu les choisissais vraiment bien par rapport à la productivité, au développement personnel, au leadership, à la liberté, etc. Ouais. Et du coup, après des livres pour changer de vie, tu t'es orienté vers quoi comme sur Internet? Donc des livres pour changer de vie, c'est le blog qui m'a permis de devenir blogueur professionnel. Quand j'ai vu, j'étais vraiment sidéré par les résultats que j'ai eus. Je veux dire, au bout d'un an, je gagnais à peu près 300 € par mois avec l'affiliation Amazon. C'était bien, mais c'était pas avec ça que j'allais pouvoir vivre. Puis ensuite, j'ai tout simplement demandé à mon audience comment je peux vous aider davantage, peut-être pouvoir vous proposer une formation et tout ça. Et des tas de gens m'ont dit, hey, nous on veut être entrepreneur, créer notre boîte, mais on procrastine. Donc quand j'ai eu ça, je me suis dit, waouh, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, ça fait 6 ans que je faisais partie d'un jury d'une structure de financement d'entreprise, j'avais vu passer des centaines de dossiers. Et puis j'avais lu plein de bouquins sur le sujet, je me suis dit je peux les aider. Donc j'ai sorti une formation qui s'appelait Agir et réussir pour aider les porteurs de projets à créer leur entreprise. Et ça m'a permis de passer de 300 à 3000 € de chiffre d'affaires et ensuite au bout de quelques mois de 3000 à 14 000. Donc là j'avais un vrai chiffre d'affaires d'entreprise, c'était début 2010, c'est là où je me suis dit ok, maintenant je vends ma première boîte. Du coup quand j'ai vu à quel point c'était efficace et que j'ai vu à quel point les autres blogueurs en France ramaient, je me suis dit, waouh, il faut absolument que je partage cette méthode-là de vendre des produits. Parce qu'à l'époque, la plupart des rares blogueurs professionnels francophones, ils utilisaient la pub et les articles sponsorisés comme source principale de revenus, ce qui est une énorme erreur. C'est blog un peu journalistique. Voilà, c'est ce que j'appelle les blogueurs journalistes, effectivement. Ils parlaient beaucoup de news, donc voilà, ils faisaient des tas d'erreurs qui faisaient qu'il fallait un trafic gigantesque pour pouvoir vraiment gagner sa vie. Donc je me suis dit, je vais créer un truc qui va partager ça. Donc c'était Blogueur Pro, voilà. Donc le deuxième blog que j'ai créé, c'était Blogueur Pro. Enfin, c'est pas vraiment le deuxième blog, on va dire le deuxième blog à moi à succès. Voilà, Blogueur Pro, qui partage justement la méthode pour monétiser plus efficacement ses blogs. Ok, super. Et à l'heure actuelle, on est en 2015, il y a combien de personnes qui sont passées par ta formation et quels ont été leurs résultats? Donc il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs, je crois même plus de 1000 qui sont passés par la formation Blogueur Pro. Le gros problème des formations en ligne, c'est le taux d'application. Il y a des tas de gens malheureusement qui ne vont pas jusqu'au bout de la formation. Alors on essaie de mettre en place des mécanismes pour les motiver, pour les accompagner, etc. Mais c'est pas facile. Donc le plus gros facteur d'échec, c'est l'abandon. Il y a même des gens qui démarrent pas du tout, c'est fou, mais c'est comme ça. Ils achètent des formations, mais ils les empilent à la maison. Voilà, je veux dire, ça arrive à tout le monde d'acheter des bouquins et de ne pas les lire. Hein. Moi, je suis le premier coupable. J'ai aussi acheté des formations que j'ai pas regardées, donc je peux comprendre. Mais bon, voilà, les formations, c'est pas des trucs magiques qui résolvent les problèmes à votre place. Hein. Il faut les suivre, les appliquer et bosser, quoi. C'est logique. Mais au-delà de ça, donc, j'ai pas mal d'études de cas sur mon blog Blogueur Pro. Il y a une page qui aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, il y a 53 études de cas et témoignages en vidéo de membres de la formation qui expliquent ce que la formation a apporté pour eux. Et voilà, il y a vraiment des très très beaux succès du blogging francophone qui sont passés par la formation. Les 4 ou 5 acteurs majeurs de la photo aujourd'hui sont tous passés par Blogueur Pro. Donc le plus connu, c'est Laurent Breillat du blog Apprendre la photo qui est aujourd'hui l'élève qui cartonne le plus de
surtout s'il a un blog qui fait 250 000 de visites par mois, quand même, c'est pas rien. J'aime bien dire que ça fait quelque chose comme 5 ou 6 Parcs des Princes par mois remplis à ras-bord. Ou 3 Camp Nou, le stade de Barcelone. Ouais, bon, voilà. 100 000 personnes. Oh, 100 000, bon, ouais. Voilà, donc c'est vraiment pas mal quand on imagine ça. Et voilà, il y a plein d'autres. Il y a Romain Collignon qui a un blog sur le langage corporel qui s'appelle Le décodeur du non-verbal. On a Carole Baudry qui a un super blog, Pin-Up Bio, pour les femmes, hein, comment être belle sans mettre de produits chimiques, hein, avec des trucs bio, etc. Il y en a plein. Il y a Loïc Vauclin qui a un blog sur les potagers en carré. Oui, on peut gagner sa vie avec un blog sur les potagers en carré en France. On a Nicolas Elzéar sur qui est à la base coach sportif, qui a un blog sur la meilleure cyclo sportive de votre vie, en gros comment être plus performant en vélo, hein, si vous êtes intéressé par le vélo. On a Roy Palace qui vous apprend à dessiner sur le blog Le Dessin. Enfin, voilà, il y en a des dizaines. Je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà. Et donc vraiment des secteurs très très différents qui montrent, je pense que la méthode elle fonctionne. Ah, super. Et du coup, à travers tous ces exemples, on voit bien que c'est possible de vivre de sa passion encore en France, et surtout à travers que ta formation s'adresse un peu à un large public. Justement, tu enseignes justement comment trouver sa passion. Est-ce qu'il y a un potentiel économique derrière? Parce que le tout, c'est pas d'avoir une passion. Est-ce qu'il y a un potentiel économique? Et du coup, à travers les différents trucs, même moi, des trucs qui m'ont surpris avec du potager, j'ai vu même des gens qui gagnent de l'argent sur Internet et même beaucoup d'argent avec l'élevage de chiens, des trucs les chiens, c'est un marché énorme. Du coup, est-ce que tu penses que il y a beaucoup de gens justement qui n'osent pas vraiment faire ce pas en avant et vivre de leur passion, oser passer à l'action? Ils veulent rester un peu dans ce cadre de sécurité où ils gagnent 2-3 000 euros par mois, et encore une fois, il n'y a aucun souci, chacun respecte, chacun fait ce qu'il veut et ce qui est important pour lui. Il y a des gens qui sont très heureux à 3 000 euros par mois, il y a des gens, ça ne leur suffit pas du tout. Et du coup, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les étapes en fait importantes que toi tu as franchies dans ton expérience qui t'ont permis aujourd'hui d'être libre et de pouvoir vraiment vivre de ta passion et pouvoir surtout gagner de l'argent en faisant un truc qui t'anime et en aidant surtout les autres? Ouais, c'est une bonne question. Tu as raison sur le fait de dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens, je crois que c'est un tiers ou 40% des Français qui rêvent de créer leur entreprise. Bon, rêver c'est bien, à bout d'un moment il faut se mettre en route, sinon c'est de la masturbation intellectuelle, quoi. Hein, bon. C'est possible d'être entrepreneur, c'est pas forcément facile, mais il y a des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres, comme dans tous les domaines. Je veux dire, si vous vous mettez au karaté, vous pouvez essayer d'apprendre tout seul le karaté chez vous, ou vous pouvez aller dans un cours où il y a un mec plus expérimenté que vous, qui est passé par toutes les étapes que vous voulez passer, qui va vous former avec des méthodes qui sont plus efficaces que si vous essayez de trouver des trucs tout seul. Ça paraît logique. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut savoir se former. C'est très très important de lire des bouquins, d'aller à des événements, de suivre des formations, etc. Et de manière générale, clairement, je trouve que les écoles de business, de commerce, etc., elles sont souvent complètement à côté de la plaque en termes d'entrepreneuriat. Déjà, elles enseignent un savoir qui est obsolète ou plus vraiment adapté au monde. Hein. Je crois que c'est Seth Godin, qui est un grand marketeur américain, qui disait que le MBA, donc le plus prestigieux diplôme, Master Business of Administration, voilà, le plus prestigieux diplôme en école de commerce possible, est un super diplôme pour apprendre à gérer une boîte des années 90. Je pense qu'il n'a pas totalement tort. Et voilà, donc les écoles de commerce, de business, souvent il y a des profs dedans, parfois il y a des entrepreneurs, mais c'est assez rare, des profs qui parlent de trucs théoriques, qui n'ont jamais vécu les choses. Je trouve que c'est mieux quand même d'aller au contact des entrepreneurs qui partagent des trucs d'entrepreneurs, qui sont dans le concret, qui sont dans le présent, qui vivent en 2015 et qui connaissent les méthodes qui marchent aujourd'hui, parce que l'école a toujours un train de retard de toute façon, et malheureusement souvent une approche beaucoup trop théorique pour que ça soit vraiment intéressant. Ok. Et du coup, je crois même que tu m'avais confié la dernière fois que c'est l'idée d'un de tes livres que tu es en train d'écrire depuis plus de 3 ans maintenant, je crois. Mon livre, ouais. Un très très grand livre qui justement va être axé sur les limites de notre système éducatif en France. Ouais, alors en France et dans le système occidental de manière générale, voilà, le livre a 3 grandes parties, donc c'est les limites du système éducatif, comment les contourner, parce que pour apprendre par soi-même intelligemment tout au long de sa vie, et comment créer sa boîte, parce que je pense qu'on va vers de plus en plus d'autonomie, vers de plus en plus d'ubérisation de notre société, où on va être de plus en plus freelance, faire des tas de trucs, et c'est important d'acquérir les outils pour être un entrepreneur efficace. Du coup, on voit souvent des entrepreneurs qui veulent donc lancer des entreprises, faire du business, avoir plus de liberté, gagner de l'argent, mais on voit justement
qu'ils ont des blocages psychologiques sur l'argent, des croyances limitantes, on appelle ça comme ça, donc des croyances qui nous limitent, des apprentissages qu'on a fait dans notre éducation, dans notre jeunesse, dans les gens qui nous ont entourés, qui nous poussent à croire que l'argent c'est mal, que les gens qui gagnent de l'argent sont forcément des arnaqueurs, qui font des choses mal avec l'argent, etc. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu as eu ces blocages par rapport à l'argent et comment tu as réussi à les dépasser, puisqu'aujourd'hui, tu gagnes assez bien ta vie. Oui, je gagne bien ma vie. Alors, c'est clair que, voilà, enfin, je suis allé beaucoup aux États-Unis 18 fois et je connais bien les différences culturelles entre les deux pays. Et clairement, ils sont plus pudiques que nous sur le sexe et l'alcool, mais par contre, ils sont beaucoup moins pudiques que nous sur l'argent. Donc clairement, il y a un problème au niveau de la perception de l'argent en France. Enfin, on est tellement pudique, on est aussi pudique sur l'argent qu'un victorien du 19e siècle par rapport au sexe, c'est clair. Et oui, je pense que j'ai été impacté par ça. Enfin, on est aussi le produit de son environnement. Mais voilà, je pense que l'argent, c'est un sujet comme un autre dont on peut parler. On peut en parler calmement, sans s'énerver. Voilà, c'est juste de la discussion. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont malheureusement une réaction un peu trop émotionnelle par rapport à l'argent. Mais l'argent, c'est comme pour tout. C'est juste un outil, c'est juste quelque chose de neutre en soi. Et n'importe quelle chose, même les plus indispensables, même les plus saines, vous pouvez en faire quelque chose de mauvais pour vous si vous le prenez pas de la bonne manière avec un certain équilibre. Je veux dire, on doit tous manger, on aime tous manger et c'est quelque chose d'indispensable. Mais voilà, vous pouvez abuser de la nourriture et devenir gros et gris et devoir acheter 2 sièges dans l'avion parce qu'il vous pouvez plus en prendre un seul pour vous. Enfin, voilà, on peut faire de la nourriture qui est quelque chose d'indispensable quelque chose de mauvais. Et l'argent, c'est juste un outil neutre que vous pouvez utiliser à votre avantage. Moi, je veux dire, ce qui est le plus important dans notre vie, c'est comment on utilise notre temps. On le sait bien, le temps, on ne peut pas le mettre en banque. Tout temps qui n'est pas utilisé d'une manière qui nous apporte quelque chose, c'est du temps perdu à jamais. Et l'argent, pour moi, c'est un outil pour utiliser notre temps de la manière la plus efficace, la plus enrichissante pour nous possible. Et j'aime bien, en fait, dire que voilà, je gagne très bien ma vie, mais je ne suis pas du tout matérialiste et je préfère m'acheter des expériences plutôt que des objets. Je trouve que les expériences, ça reste, ça nous donne des souvenirs, ça nous forge. C'est vraiment, ça fait qu'on vit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Après, on peut acheter des objets pour vivre une expérience, mais il faut vraiment être au clair par rapport à l'expérience qu'on achète avec nos objets. Par exemple, si vous voulez acheter une super voiture de sport décapotable, est-ce que c'est vraiment pour la sensation de la voiture de sport, alors qu'au final vous allez sans doute passer beaucoup de temps dans les embouteillages en allant au boulot tous les jours avec, ou c'est parce que c'est pour le statut social, c'est pour le respect et l'admiration des autres. Et si c'est le cas, il faut vous poser la question et être vraiment clair avec vous-même, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le statut social, d'acheter l'admiration des autres avec une voiture? Peut-être que oui, mais il faut être à ce moment-là très très clair par rapport à l'expérience que vous achetez avec vos objets. Donc voilà, l'argent c'est un outil, il faut... J'adore ce proverbe qui dit l'argent est un excellent esclave mais un très mauvais maître. Donc bon serviteur. Voilà, un bon serviteur mais un très mauvais maître. L'argent, voilà, je pense que c'est exactement ça. Si vous le prenez comme quelque chose qui va gouverner votre vie. Voilà, comme qui va gouverner votre vie. Et que vous devenez accro à ça, un peu comme vous seriez accro à la nourriture, vous allez devenir gros, obèse, vous allez devoir faire des tas de choses malsaines pour votre esprit, pour votre corps avec ça. Tandis que si vous le prenez de manière détachée comme juste quelque chose qui est là, et que oui, on a tous besoin d'argent, et que l'argent c'est aussi un outil pour avoir plus d'impact et davantage de personnes, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui, comme la nourriture saine, peut être vraiment bénéfique pour votre corps et votre esprit. Ok, super. Et rapidement, comment toi tu as réussi à dépasser justement ces croyances ou ces blocages que tu avais sur l'argent auparavant? Ouais, alors il y a 2 facteurs principaux. Un, lire beaucoup de bouquins et notamment des livres qui ne sont pas écrits par des auteurs français, parce que finalement, parce que voilà le problème quand on est et voyager. Le problème quand on est plongé dans une culture et qu'on connaît que ça, c'est qu'on ne voit pas les œillères qu'on a. On est complètement inconscient du formatage culturel qu'on a. Notre champ des possibles est très réduit. Et réduit. On n'a pas conscience des choses inconscientes qui nous façonnent. Et de tout cette... Voilà, la sociologie l'a étudié et a prouvé qu'on a des tas de déterminants sociologiques, c'est-à-dire que des tas de trucs de la société nous influencent sans même qu'on s'en rende compte. Si nous, on mange avec des fourchettes, une fourchette et un couteau plutôt que des baguettes, c'est parce qu'on est né en France plutôt qu'au Japon. Et c'est un truc qu'on fait naturellement comme des milliers, des millions d'autres choses que nos parents nous ont inculquées et toute la société sans même qu'on s'en rende compte. Donc déjà, sortir de la société
pour avoir un autre point de vue par rapport à elle, c'est très très important. Et le voyage, évidemment, c'est quelque chose qui permet de faire ça de manière très efficace. Voyager, ça forme vraiment l'esprit, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire parce que c'est très important de sortir de sa culture pour comprendre les normes qui nous ont façonnés, comprendre qu'il y a des tas de choses à l'étranger qui paraissent normales chez eux et pas normales chez nous, et inversement. Je veux dire, il suffit d'aller en Inde. Aller en Inde, c'est comme aller sur la planète Mars. C'est incroyable à quel point tout est différent, les normes sont complètement différentes, et c'est juste hallucinant. Enfin, on a l'impression d'être sur une autre planète tellement on hallucine tout le temps, c'est incroyable. Et eux, pareil, quand ils nous regardent, ils hallucinent complètement. Donc, je veux dire, en Inde, vous allez dans les lieux touristiques, c'est vous qui allez être pris en photo par les Indiens. Clairement, et encore plus si vous êtes une femme blonde ou rouge, parce qu'ils ne voient jamais ça, les mecs. C'est une œuvre d'art. Oui, j'étais avec ma copine blonde à l'époque en Inde, et il y avait des gens qui demandaient tout le temps pour la prendre en photo, et puis d'autres qui passaient comme ça, vraiment l'air discret avec leur téléphone portable en train de prendre des photos et tout ça, c'était incroyable. Paparazzi. Ouais, et des gens qui aussi me demandaient pour prendre en photo et tout ça, parce que voilà, bref, on est des aliens pour eux, et c'est la même chose pour nous. Donc ça, déjà, ça ouvre quand même pas mal les portes, et du coup, ça nous fait porter un regard plus critique. Déjà, on prend conscience des normes qui sont importantes dans notre société, et ça nous fait porter un regard un peu plus critique où on arrive à se distancier un petit peu de ça et se poser la question de Descartes finalement, qui est Descartes, il disait dans son bouquin, il y a quelque chose de très important, ce qui est important, c'est d'examiner tout ce qu'on m'a dit depuis mon enfance et de décider par moi-même si c'est vrai ou pas, et si ça s'applique à moi ou pas. Et c'est vachement intéressant. Un examen de conscience. Voilà. Et il y a des normes dont on va décider qu'elles sont bonnes en soi et qu'on va les garder pour nous, et d'autres qu'on va dire ok, non, là par contre je comprends pas et ça n'a pas vraiment de logique. Et clairement, cette pudeur par rapport à l'argent qu'on peut avoir en France, moi c'est une norme dont j'ai décidé qu'elle n'était pas logique, qu'elle n'était pas normale, et qu'elle s'appliquait plus à moi. Et voilà, que aujourd'hui je peux parler librement d'argent et avoir un regard plus rationnel sur l'argent. Et le monde anglo-saxon de manière générale est beaucoup plus libéré par rapport à l'argent que nous, et c'est très intéressant. Mais au-delà de voyager, parce que tout le monde ne peut pas forcément voyager comme ça, la meilleure manière c'est déjà de lire des livres qui ne sont pas écrits par des auteurs de votre culture, et ça va déjà vous faire voyager sans voyager. Et une des meilleures manières, alors il y a beaucoup de livres anglo-saxons qui ont été traduits en français, mais il y en a encore plus qui n'ont pas été traduits du tout. Et donc savoir lire dans une autre langue, c'est aussi extraordinaire comme ouverture d'esprit, parce qu'on se plonge encore plus dans cette culture-là. Dans n'importe quelle langue, vous avez toujours des tas de bouquins qui n'ont jamais été traduits en français. Et lire dans cette autre langue-là, ça vous donne un aperçu encore plus direct dans cette culture, et ça vous permet d'ouvrir votre esprit encore plus. Il y a tellement de gens qui sont jamais sortis de leur île, entre guillemets, ou de leur pays, et qui ne se rendent pas compte de à quel point ils sont formatés par la culture de celui-ci. C'est assez impressionnant. Ok, super. Et enfin, dernière question, justement en parlant de livres, c'est un peu le blog qui t'a fait connaître en francophonie. Quels sont les 3 livres qui, toi, ont changé ta vie? Ah oui, très bonne question, ouais. Clairement, le premier, bon, j'en parle suffisamment, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, donc un livre que je recommande à tous les entrepreneurs. Ensuite, on a le livre, alors c'est un livre avec un titre très racoleur, mais qui est vraiment excellent, c'est le livre Serons-nous immortels de Ray Kurzweil et puis Terry Grossman. Donc en gros, le but du bouquin, c'est de vous donner le meilleur de la science d'aujourd'hui pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. En lisant ce bouquin, c'est le premier livre que j'ai lu avant même de découvrir le personnel MBA et tout ça en 2006. C'est en lisant ce bouquin que j'ai pris conscience de pourquoi c'était ultra important de bien manger, de faire du sport, de méditer, de faire ce genre de choses, de gérer son stress, etc. Quelles étaient les répercussions sur le corps et sur l'esprit, et ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à ça. Donc c'est un livre vraiment que je recommande. Et ensuite, troisième livre très très intéressant, il y en a plein, mais on va dire, allez, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un excellent livre sur... C'est un excellent livre, donc, et le titre est un peu trompeur finalement, parce que c'est pas vraiment sur comment se faire des amis, c'est comment entrer en relation avec être plus fluide dans nos relations humaines. Et il nous apprend surtout, ce livre, à gérer, à prendre conscience de l'importance de l'ego chez les êtres humains, et à mieux le gérer chez les autres et chez nous-mêmes, et ça n'a pas de prix, c'est vraiment un excellent bouquin. Ok, super. Merci beaucoup, Olivier. Et merci à toi. Pour nous avoir reçus. Et justement, les gens, notre audience, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? J'imagine que tu as beaucoup de plateformes. Oui, donc vous pouvez aller sur mon blog Des livres pour changer de vie, ou Blogueur Pro, et aussi sur ma chaîne YouTube Olivier Roland, où il y a pas mal de vidéos sur... en gros, moi, ce que j'enseigne, c'est la liberté. Comment être libre matériellement et dans sa tête, tout simplement. Ok, super. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette interview. J'espère qu'elle vous aidera à obtenir plus de liberté dans votre vie. Et jusqu'à notre prochaine interview, prenons toujours le soin d'élever nos standards, de protéger nos rêves, d'oser être différents comme Olivier, et de faire partie de ces gens-là qui ont décidé de faire une différence dans le monde. Au revoir tout le monde.
Est-ce que tu penses que c'est possible de changer sa vie? Et s'il est possible de changer sa vie, quelles sont les étapes à mettre en place? Quelles sont les habitudes à adopter au quotidien pour pouvoir transformer sa vie une étape à la fois, une habitude à la fois, une compétence à la fois? Comment font ces gens qui arrivent à changer leur carrière, leurs relations, leurs résultats financiers, leurs performances? Comment s'y prennent-ils au quotidien pour arriver à changer leur vie? Est-ce que ça se fait rapidement ou est-ce que ça peut prendre plus ou moins de temps?